un nom de lieu, mais par rapport aux lumières. Et puis je trouve que c'est un très joli nom, Safas. Et donc le village, il a été décimé. Il a été décimé parce qu'on dit, ah, ça c'est un danger. Il y a aussi un autre village qui a été décimé, exterminé, c'est le village des puisatiers. J'ai inventé un village qui ne font que creuser des puits. C'est des spécialistes de puits. C'est une idée qui m'a été insufflée par un ami. Il paraît que les gens du Darfour, à une époque, il me dit un jour, un ami aux États-Unis, j'aimerais bien raconter cette anecdote, qui s'appelle Rachid, qui est auteur aussi. Il m'a dit, un jour je discutais avec un ami du Darfour, aux États-Unis. Et comme de blague en blague, c'est un gouailleur comme pas possible, il lui dit, non mais, depuis tout à l'heure, nous les Berbères, on a fait ceci, on a fait cela, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait, Darfour? On entend parler de vous à la télé que pour parler de génocide, qu'est-ce que vous avez fait? Et il lui dit, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes connus pour être l'un des plus grands peuples qui sachent trouver de l'eau. Et l'eau, c'est la chose la plus précieuse de la terre. Et il lui dit, les musulmans ont failli disparaître, je ne me rappelle pas ce qu'il parle des musulmans de l'Arabie Saoudite, si ce n'était pas les gens du Darfour qui les ont aidés à trouver de l'eau. J'ai trouvé l'idée fantastique. Et les puisatiers ont été justement un village de puisatiers installé parce que dès le début du roman, il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau, etc. Mais on découvre petit à petit que le calife lui-même, c'est un grand trafiquant d'eau. C'est un grand trafiquant d'eau. D'ailleurs, un seul des enfants des puisatiers est parti dans un autre pays. Il avait même commencé une affaire pour que ça fasse du bruit dans un pays occidental, mais ça s'est arrêté net parce que c'est les intérêts de ce pays qui étaient menacés. Pourquoi j'utilise ça? Je parle du calife des trafiquants d'eau, etc. C'est pour dire quelle que soit l'idéologie avec laquelle on arrive au pouvoir, que ce soit, quelle que soit, divine, terrestre, démocratique, etc. Mais le pouvoir est au centre de l'être humain. L'être humain, avant qu'il soit de couleur religieuse telle, avant qu'il soit de couleur ceci, c'est d'abord un être humain pour qui importent les intérêts les plus intimes. Quand on n'a plus rien à mettre dans la bouche de nos enfants, eh ben, on redevient des animaux. Quelque part, c'est-à-dire la nature efface la culture, parce qu'il faut faire manger ses enfants. C'est ainsi que... Donc, j'ai dévié un petit peu. Merci, Woodness. Non, c'est bien ça que ça nous a permis de voyager à l'intérieur aussi. Hein. Mais maintenant, une autre petite question, juste justement pour animer le... J'aimerais te poser une question maintenant qui sort du contenu du livre, mais d'ordre global. Quelles sont les raisons objectives et subjectives qui t'ont poussé à... La raison de l'écriture de ce roman-là, d'autant plus qu'il touche... question d'actualité, hein, avec l'islam politique, l'avènement des extrémismes de toutes bords, tout ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as traité de ce sujet bien avant certains. Ouais. Hein, bon, c'est pas pour dire que tu as traité mais, avant l'autre. Mais par rapport à l'importance de ce sujet-là, comment l'idée est venue Tu sais, parfois tu poses quelques gouttes d'encre pour dire la chose métaphoriquement, parce que ce n'est plus l'encre qu'on utilise, c'est plutôt des claviers. Et puis c'est déjà parti. C'est déjà parti, une idée en traque une autre, une idée en chasse une autre, et puis tu es dans un processus de construction de quelque chose. Et souvent, quand tu es publié, tu te demandes, mon Dieu, ils m'ont pris au sérieux ces gens. Il dit finalement, ça marche. C'est une blague, et j'ai voulu gribouiller quelque chose, tant mieux. Si tu permets, c'est ça, c'est ça, exactement. Mais effectivement, il y a des raisons objectives, il y a des raisons subjectives. Les raisons objectives, je trouve que quand je compare, par exemple, nos villages d'il y a une décennie, alors là, si on va plus loin, c'est
la tolérance est menacée de plus en plus. Elle est menacée quotidiennement. Elle est menacée dans l'espace, surtout dit de l'islam. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple de... J'avais écrit beaucoup d'articles sur Kabylie universelle sur ces questions, et notamment sur la disparition des minorités dans le monde musulman. Savez-vous, tout le monde sait que les minorités, les chrétiens les plus anciens de l'histoire de l'humanité, c'est les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, par exemple, les chrétiens de Syrie, du Liban, d'Irak, d'Égypte, c'est quasiment les fondateurs, je mets le mot entre parenthèses, du christianisme universel, pour ainsi dire. Aujourd'hui, ils disparaissent. Aujourd'hui, ils se réduisent comme peau de chagrin dans tout l'espace musulman. Si on prend maintenant, par exemple, les Juifs, la question israélo-palestinienne a détruit le lien qu'avaient les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Surtout les Juifs et les musulmans, parce que si on prenait l'exemple des cohabitations des Juifs avec d'autres peuples, les cohabitations les plus fécondes ont existé entre les musulmans et les Juifs. En Andalousie, à Bagdad, etc. C'est quand même... Mais la question israélo-palestinienne remet tout en cause. J'ai développé beaucoup plus ce sujet dans La Coureuse des Vents, où j'ai parlé de l'amitié de Shlomo Sand et de Mahmoud Darwish, qui se sont retrouvés l'un palestinien et l'autre juif du jour au lendemain, où ils doivent choisir leur camp. Et c'est ainsi que Shlomo Sand, le grand historien juif, qui était appelé à un soldat, qui était appelé à l'armée, il était obligé de tirer sur des amis d'hier. Et après la guerre, il est parti en Europe écœuré, la nausée permanente, parce qu'il était obligé de tirer sur des amis à cause de l'idéologie, à cause d'une conception patriotique, nationaliste, etc. Et c'est là que Mahmoud Darwish a écrit un article célèbre, le poète qui rêvait de lys blanc. Il parlait de l'historien Shlomo Sand. Tout ça pour dire la même chose, par exemple, chez nous, l'apport des Juifs dans les arts, dans tout, en Afrique du Nord, est grandiose, on ne peut pas le nier aujourd'hui. Et quand on lit des livres qui ont été écrits sur les migrations des Juifs africains en Israël, je connais notamment le cas des Juifs éthiopiens, les Falachas, qui ont émigré, enfin, on va dire, on a obligé Israël à ce qu'ils soient, de les accepter quelque part. Comment ils sont considérés aujourd'hui en Israël? Ils sont considérés comme des sous-citoyens. De même, par exemple, les Juifs les plus huppés, les plus protégés, qui ont le plus de... c'est une réalité sociologique. Ce n'est pas les séfarades, les Juifs de l'Afrique du Nord, ce sont plutôt les Ashkénazes, les Juifs d'Europe, ou on va dire entre parenthèses blancs, qui détiennent les clés du pouvoir en Israël. Il y a des réalités et des sous-réalités. Donc cette question, on se dit, mais on va se retrouver